Bonjour, je vous propose qu'on démarre. Donc, on est ravis, David et moi-même, de vous accueillir pour ce webinaire consacré donc aux enquêtes en santé au travail, avec comme ambition de vous montrer que c'est plus qu'une obligation, c'est un réel outil de prévention. Oui, donc bonjour. Donc, je suis David Klein du bureau de Lille. Je suis ergonome. Donc, j'interviens essentiellement sur les sujets de santé au travail et de conditions de travail, en particulier sur le troisième temps d'information consultation Repsamen sur la politique sociale et les conditions de travail. Mais j'interviens également sur des expertises plus spécifiques sur les projets importants, comme un déménagement ou des risques graves, essentiellement les risques psychosociaux. Bonjour, donc je suis Hélène Perrovidal, je suis associée du cabinet, j'interviens depuis le bureau de Marseille et de formation, je suis ingénieure en prévention sécurité et j'interviens comme David sur à peu près les mêmes types de missions et donc on va co-présenter ce webinaire. Vous serez rendu destinataire et du lien vers le replay, donc le webinaire est enregistré et également du support que nous sommes en train que nous allons diffuser. On va vous inviter à poser vos questions si vous en avez plutôt dans le fil de conversation et on se gardera un temps d'échange d'ici une petite demi-heure et après notre présentation pour répondre à une partie de ces questions et vous aurez bien sûr nos coordonnées à David et moi-même pour voilà, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre dans le courant du webinaire. David va partager le support. Rapidement, peut-être vous pouvez vous présenter CECAFI. On intervient depuis environ une quarantaine d'années aux côtés des représentants du personnel dans toutes les étapes en fait du mandat, que ce soit pour des sujets liés à de la formation, que ce soit dans le cours pour accompagner les expertises, donc à la fois les expertises Repsamen, donc la politique sociale, la situation économique et financière, les orientations stratégiques, mais également les expertises qu'on appelle, nous, non récurrentes, donc soit dans le cadre de projets de réorganisation ou bien sûr dans le cadre des expertises de risques graves qui sont plus liées à la thématique que nous explorons ensemble aujourd'hui. On a également une activité de conseil, hein, donc d'accompagnement au long cours des élus avec lesquels on intervient, et également possibilité de faire de l'accompagnement à la négociation hein, dans le cadre d'accords, que ce soit des accords de NAO ou des accords, malheureusement, dans le cadre de plans sociaux. Donc voilà, en principe, c'est partagé. Oui, tout à fait. On va pouvoir vous détailler les objectifs qu'on s'est fixés sur ce webinaire. Voilà, effectivement, hop là. Voilà. Alors les objectifs, effectivement, hein, c'est de vous permettre d'avoir un aperçu sur les obligations légales lorsque vous êtes confronté à un accident du travail, mais également sur les opportunités qu'offre justement cette enquête hein, en termes d'outils sur la prévention des risques professionnels. Alors, Donc, dans quel cas... Ah, pardon. ouais. Donc parce que là vous pouvez voir sur ce graphique finalement il y a deux choses à retirer. Le côté positif, c'est qu'on voit finalement une tendance baissière sur la fréquence et l'évolution des accidents du travail. Donc ça montre que ben voilà, les progrès réalisés dans les entreprises en termes de prévention des risques professionnels, elle a un impact. Donc ça baisse effectivement le nombre d'accidents du travail. Ce qui reste pour autant important et assez grave, c'est le dernier chiffre que vous pouvez voir en bas, 759 décès, 21 décès en plus par rapport à 2022. Concrètement, ça fait 15 décès par semaine. Donc ça reste encore énorme, hein, ce qui montre qu'il y a encore beaucoup de travail dans la pédagogie et dans la recherche et le traitement des accidents du travail et de la prévention au travail. Alors,
les impacts des accidents du travail, ils sont multifactoriels. Vous avez des impacts humains, et donc que ce soit des blessures physiques ou des souffrances psychologiques. Hein, donc là, on parle des risques blessures physiques, on est sur les TMS, hein, les souffrances psychologiques, on est sur les risques psychosociaux, qui peuvent éventuellement déboucher sur des incapacités, alors que temporaires ou permanentes. Hein, et puis finalement, un peu une double peine si elles arrivent en finalité au licenciement du salarié. Donc on voit l'impact humain qui est très important, mais ne pas oublier également l'impact sur les entreprises, hein, en termes d'organisation, ou alors plutôt de désorganisation de l'organisation du travail, hein, avec potentiellement des arrêts de production. Et ce que l'on voit régulièrement, c'est un déport de la charge de travail sur les collègues qui restent, hein, de la personne qui est absente ou enfin, voilà, en absentéisme. Donc ça, c'est un des éléments que l'on rencontre régulièrement. L'impact juridique, évidemment, hein, et puis la responsabilité de l'employeur par rapport à l'accident, hein, avec potentiellement une faute inexcusable, hein, et des sanctions financières. Et puis évidemment, l'impact économique, hein, avec l'augmentation du coût de la cotisation de l'AT-MP, mais également le coût de la réorganisation. Hein. Vous sollicitez de la main-d'œuvre intérimaire. Bon, bah, ça rentre dans cet impact évidemment économique. Donc, dans quel cas est-ce qu'il est opportun de déclencher une enquête? Euh, Nous, on utilise souvent la pyramide de Bird, hein, qui figure sur la présentation. Mais pour nous, il est important de ne pas se donner de filtre enfin, de ne pas limiter en fait les enquêtes aux accidents graves ou très graves, ou malheureusement aux décès au travail, puisque même les presque accidents peuvent faire l'objet d'une réflexion parce qu'un presque accident, finalement, c'est un accident qui a démarré, mais pour lesquels les barrières de protection ont été efficaces. Donc nous, effectivement, on est plutôt sur la recommandation de faire des enquêtes pour tout type d'accident, et y compris d'aller au presque accident. Donc ça couvre bien entendu l'ensemble des typologies, hein, les accidents physiques, hein, ce sont les accidents auxquels on pense peut-être le plus fréquemment, mais également les accidents qui relèvent plutôt de la sphère psychosociale, donc dans le cas de stress, de burn-out ou d'agressivité, d'agression sur le lieu de travail. Ça peut être aussi suite à des alertes en fait, hein, émises par les salariés ou par des membres du CSE. Ça peut être aussi à la demande de l'inspection du travail ou de la médecine du travail. Le point de vigilance sur lequel on vous encourage à être attentif, c'est bien sûr que pour pouvoir exercer cette prérogative, le CSE ou la C2SCT, le cas échéant, doivent bien sûr être au courant de la survenue de l'accident. Et je pense surtout aux entreprises qui sont multi-établissements, dans lesquels il n'y a pas forcément de représentants du personnel dans tous les sites. Donc c'est important en fait d'avoir mis en place un processus par lequel l'employeur vous donne l'information sur la survenue des accidents. On va vous proposer un petit sondage en fait dans le fil de conversation. Qui parmi vous euh, a déjà mené une ou plusieurs enquêtes? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Ouais, donc là, on est à peu près équivalent entre les personnes qui ont déjà mené des enquêtes et d'autres qui seraient plus novices. Parfait. Bon, écoutez, on essaiera d'adapter notre présentation dans ces circonstances-là. Alors, je vous propose de passer à la diapo d'après. Pourquoi ça passe pas? David, est-ce que tu peux la passer? Ça marche pas. Je te remercie. Bon, là, c'est la petite minute juridique.
Alors, on vous a mis les références des articles du Code du travail, bien sûr, mais ce n'est pas pour vous les lire dans le détail, mais plutôt pour insister sur le fait que la réalisation d'une enquête au niveau par rapport à la santé au travail, c'est une prérogative du CSE, c'est une des prérogatives essentielles. Donc, c'est un droit, en fait, des représentants du personnel d'aller enquêter, d'aller s'interroger sur la réalité du travail sur le terrain. Dans le cadre de sa prérogative, le Code du travail nous dit que le CSE contribue à promouvoir la santé et la sécurité, par opposition ou en tout cas par comparaison avec l'obligation de prévention et de protection qui échoit à l'employeur. Mais ces deux obligations, elles sont complémentaires et le CSE a toute sa légitimité en fait pour réaliser des enquêtes. Alors, idéalement, l'enquête, elle doit être réalisée conjointement avec un représentant de l'employeur, souvent la personne qui s'occupe de ce qu'on appelle la prévention, la sécurité. La fonction peut porter différents noms selon les entreprises, mais voilà, l'objectif, c'est bien d'avoir une analyse qui soit impartiale, qui soit objective et permettre ensuite de mettre en œuvre des actions correctives. Petit éclairage aussi juridique, le temps passé sur la réalisation de ces enquêtes, c'est du temps de travail effectif, il n'est pas à déduire de votre crédit d'heure. Donc ça, c'est important à l'avoir en tête dans les moyens, en fait, les moyens d'action du CSE. Une enquête, pourquoi faire? Pour faire quoi? C'est quoi les objectifs d'une enquête en santé au travail? C'est bien sûr d'aller identifier les causes racines, les causes profondes d'un accident pour aller au-delà des constats, au-delà des représentations qu'on peut avoir. Et notamment, l'objectif, c'est vraiment d'aller sur une approche systémique, donc d'aller investiguer l'ensemble des facteurs, que ce soit des facteurs humains, hein, l'erreur, ça peut être y compris l'erreur humaine, les facteurs techniques, défaillance d'un matériel, et des facteurs organisationnels. Ça peut être notamment la, la défaillance d'un système de prévention. L'objectif ensuite de l'enquête, c'est bien sûr de pouvoir prévenir les risques professionnels, d'améliorer la sécurité. C'est-à-dire que sur la base de l'analyse des causes d'un accident, on va pouvoir faire des propositions qui vont permettre d'éviter que ce même accident ne se reproduise un jour dans l'entreprise. Donc, on va être sur renforcer la culture de prévention, alimenter l'évaluation des risques, hein, bien sûr, et in fine, améliorer la sécurité collective par la modification des conditions de travail. L'objectif, bien sûr, hein, c'est l'objectif des prérogatives du CSE en matière de santé, sécurité, de conditions de travail et de qualité de vie, conditions de travail, c'est d'apporter des solutions concrètes, mais également de prendre en compte les aspects psychosociaux qui sont importants, quelle que soit la typologie d'accident sur laquelle on peut enquêter. Comment fait-on pour lancer une enquête concrètement? Il faut que le CSE soit réuni en réunion extraordinaire. Ça peut être à l'initiative de l'employeur, ça peut être à l'initiative de 2 membres du CSE. Hein, il suffit que 2 membres élus du CSE, titulaires ou suppléants, fassent un courrier à l'employeur pour demander, justifier l'organisation d'une réunion extraordinaire dans le cadre d'un motif lié à la santé, sécurité et conditions de travail. Ensuite, l'enquête, la réalisation de cette enquête doit être votée pendant cette réunion extraordinaire à la majorité des membres qui sont présents. Et le vote comporte également une délibération sur la composition en fait, hein, de cette délégation d'enquête. Je le répète, on est plutôt, nous, sur le fait de dire qu'il faut aller sur une délégation d'enquête qui soit paritaire, c'est-à-dire avec des représentants des élus, des représentants de la direction. Et également, cette réunion, elle permet de lisser toutes les informations préalables qui sont nécessaires. Ça peut être récupéré le fichier du personnel, ça peut être les plannings, ça peut être les pointages, la vidéosurveillance si jamais il y en a. Il faut être vigilant sur ces sujets-là parce qu'il y a des délais en fait, de conservation des informations qui sont relativement courts. Donc, le Code du travail ne prévoit pas de délai légal pour lancer une enquête, mais par contre, à notre sens, ce délai doit être le plus court possible pour éviter la perte d'informations et surtout prévenir la réitération de l'accident.
Alors, c'est vrai, comme le dit Hélène, quand on est sur un sujet, sur une enquête, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'informations à capter. Et donc, il faut avoir une démarche structurée pour pouvoir la réaliser correctement. Alors, nous, on vous propose une démarche qui se structure autour de cinq étapes. La première qui est de réagir immédiatement au moment de l'accident. Évidemment, si plus on attend, plus les faits vont se diluer, la mémoire des faits va se diluer, et au final, on sera moins, comment dire, on va moins coller à la recherche de la cause racine, hein. On le verra tout à l'heure, les causes racines. Mais par contre, réagir immédiatement, comme le disait Hélène, il faut absolument que le CSE soit averti lorsqu'un accident a eu lieu, hein. Donc, vérifier votre process de communication entre la direction et le CSE d'alerte d'un accident. Parce qu'évidemment, si vous n'êtes pas alerté, ben, vous ne pouvez pas réagir immédiatement. Donc ça, c'est un point qui est important. On voit parfois des défaillances sur ce volet-là. C'est-à-dire que voilà, le temps de réaction, il est pas immédiat, il y a une latence. Donc, regardez votre process et n'attendez pas de réunir l'ensemble des membres du CSE pour pouvoir commencer l'enquête, parce que là, évidemment, vous allez mettre du délai et la mémoire collective des faits, elle va s'estomper. Recueillir les faits, on le verra, les faits, c'est du factuel, hein, il n'y a pas de ressenti, ça c'est un élément qui est important. Il faut absolument que euh, on parle de faits concrets. Voilà, hein. Et puis, encore une fois, assez rapidement, parce que tous les détails de ces faits peuvent disparaître au fur et à mesure du temps. Donc, si on attend trop longtemps, on va perdre toute cette qualité des petits détails qui, bien souvent, nous mènent, hein, à la cause racine de l'accident. Ensuite, analyser les causes de l'accident. Donc, on recherche les causes racines. On ne s'arrête pas trop tôt, hein, sinon, généralement, on s'arrête sur du comportement, mais il n'y a pas que du comportement dans un accident. Donc, il faut vraiment rechercher les causes racines. Et là, il faut être outillé, hein. Donc, on va le voir, deux outils. Les cinq pourquoi. Très simple, hein, pour ceux qui ont des enfants, vous avez vos enfants qui vous disent pourquoi, et ben ça vous fait exactement la même chose. Vous posez cinq fois la question pourquoi, et généralement, on arrive à détecter la cause racine qui a provoqué cet accident. Donc ça, c'est un des éléments à prendre en compte rapidement. Et puis ensuite, en termes de formalisation, vous avez ce qu'on appelle un outil qui s'appelle l'arbre des causes, qui est souvent utilisé dans une enquête et qui va permettre de remonter à la cause racine. On va le voir juste après. Je pars de la droite vers la gauche et puis je me pose des questions qui vont me permettre d'avancer dans mon enquête. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir identifier les mesures de prévention du type d'accident, donc des préventions immédiates, en tout cas des mesures immédiates pour hop, écarter le danger, mais ensuite, il va falloir l'inscrire dans son plan de prévention des risques professionnels. Donc, il va falloir l'inscrire dans le document unique, mais au-delà de ça, il va falloir le manager, c'est-à-dire y mettre aussi des indicateurs. Est-ce que finalement la solution que j'ai trouvée, la solution pérenne, hein, il peut y avoir deux niveaux, immédiate, je retire le danger, et puis ensuite, je structure mon système de prévention sur une mesure un peu plus, comment dire, un peu plus, un peu plus tenace qui va permettre de vraiment travailler sur de la prévention et qu'on pourra sur le tome 5, sur l'axe 5, élargir aux préventions des accidents connexes. C'est-à-dire que j'ai vécu un accident, j'ai trouvé une solution, cette solution, je la pilote et je sais elle est valable, et ben, peut-être que je peux la déporter sur un autre accident, ou en tout cas une réflexion à porter sur une même typologie d'accident. Donc voilà un petit peu notre démarche en cinq axes. Euh, oui. Alors évidemment, quand vous avez un accident, il faut formaliser. Comment je le formalise? Je le formalise avec un formulaire CERFA, hein, qui va permettre
d'officialiser cette situation. Et puis, donc ça par rapport à la CARSAT, hein, évidemment. Alors, c'est l'employeur qui doit le faire, mais en cas de manquement, le CSE ou le salarié lui-même peut évidemment envoyer la déclaration à la CARSAT. Le CSE peut, lui, formuler une situation grave au travers de ces deux CERFA, hein, le 61-22-56 pour un accident du travail et le 61-22-57 pour les risques de maladie pro. Donc ça permet de formaliser à l'employeur et à l'inspection du travail ce que vous engagez, hein, en termes de situation grave. L'un des premiers outils que vous pouvez utiliser, au-delà d'une liste de questions, parce que quand vous avez une liste de questions, c'est comme quand vous allez faire vos courses. Quand vous faites vos courses, vous prenez ce qui est sur la liste et puis vous ne regardez pas à côté. Là, il faut observer. Dans une situation d'accident, dans une enquête, il va falloir observer. Donc, nous, on vous propose, et vous pouvez utiliser ce slide, on vous propose des thématiques, c'est-à-dire sur une situation de travail avec un accident, ben, avec quoi travaillait le salarié, hein, c'est-à-dire les machines, les matières premières, hein, les outils, en fonction des risques, hein, de l'accident. Dans quel milieu? Hein, est-ce que c'était des ambiances physiques qui étaient particulières, travailler au froid, il y avait du bruit, un manque d'éclairage, l'espace de travail, les espaces de circulation quand vous avez des heures chariots salariés. Voilà le milieu. Ensuite, vous interrogez ce qu'on appelle le quoi, c'est-à-dire finalement les objectifs. Est-ce qu'il y avait des objectifs à atteindre? Quelles étaient les exigences qualité, la quantité, le délai? La tâche prescrite, hein, on verra, un travail prescrit, travail réel. Ensuite, vous allez interroger la personne, le salarié, hein, l'individu, son âge. Est-ce que c'était une population, un salarié intérimaire? Est-ce que c'était un nouvel arrivant? Est-ce qu'il était formé? Hein, est-ce qu'elle avait la formation sur son poste de travail? Ou alors il venait juste remplacer un salarié qui était absent et donc qui n'avait pas eu la formation? Enfin, vous voyez, tous ces éléments de formation et de l'individu. Et également le quand, qui est plutôt l'aménagement du temps de travail. Est-ce que la personne était soumise à une cadence de machine? Quel était son rythme de travail? Est-ce qu'il était en 5-8, en 3-8, en 3-8? Est-ce qu'il se faisait une remontée de poste, hein? Vous savez, hop, je suis du matin, mais je remplace un collègue qui est de nuit. Donc voilà, tous ces éléments-là vont vous permettre voilà, de caractériser les différents éléments qui ont permis l'arrivée de l'accident. Et le pourquoi, on est plutôt sur le contexte, hein, finalement. Pourquoi cette situation de travail? Pourquoi la personne avait fait une remontée de poste, par exemple? Donc, ça vous donne le contexte dans lequel est intervenu l'accident. Donc, ça, c'est un premier outil qui est assez, qui va vous permettre rapidement de voir les premiers éléments. Euh, Donc, comment je réalise une enquête? Je réalise une enquête. On est sur de l'observation sur le terrain, on l'a vu tout à l'heure. On est sur de l'analyse documentaire, le document unique, entre autres. Vous pouvez prendre le Papripact, vous pouvez prendre les éléments qui sont liés aux différents accidents et presque accidents, si vous avez, ce sont les registres des accidents bénins, ce qu'on appelait le cahier d'infirmerie, les fiches de poste, hein, le document unique. Donc ça, c'est de l'analyse documentaire. Et également des témoignages, c'est-à-dire que vous allez écouter, vous allez échanger avec les principaux acteurs de l'enquête, hein. Donc, c'est les salariés qui étaient présents, la victime, si vous pouvez, mais aussi son manager. Si vous avez un responsable chez eux, vous pouvez lui poser aussi des questions, les ressources humaines. Enfin voilà, il y a un ensemble d'acteurs qui vont devoir être interviewés dans le cadre de votre enquête. Et puis évidemment, la protection des victimes et des témoins, la confidentialité des échanges, bien évidemment, devra être garantie. Alors, le premier biais, c'est sur l'analyse des faits, hein. Souvent, ce qu'on rencontre, hein, c'est
une confusion entre un fait, un sentiment, une opinion. Donc là, on vous a mis un exemple assez simple. Il fait 27 degrés, bah ça c'est un fait. J'ai un thermomètre, je regarde, il fait 27 degrés, c'est un fait, c'est indiscutable, c'est objectif, hein, c'est incontestable. Maintenant, hop, je dis, bah, tiens, j'ai chaud. Donc ça, c'est du ressenti. Donc là, c'est subjectif, hein. Moi, j'ai chaud, mais peut-être Hélène, non. Donc là, on est vraiment sur du sentiment. Et alors, même si c'est incontestable dans le sens où, ben oui, moi, pour moi, j'ai chaud, donc c'est incontestable, mais pour autant, c'est subjectif. Nous, on a dit, il faut des faits et il faut que ce soit objectif. Et puis l'opinion, bah, il fait très chaud. Alors très chaud pour moi, chaud pour Hélène ou pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre aura même pas froid. Donc voilà, là on est sur des opinions. Et donc ça c'est contestable. Quand on est sur une enquête, il faut vraiment comment dire, se baser sur les faits et non pas sur ses sentiments et les opinions. Et ça, c'est important. Et les faits, eh ben, on les a sur des métriques, hein. C'est pour ça que l'analyse documentaire, elle est importante. Les échanges avec la victime ou les personnes qui étaient présentes également, rechercher toujours les faits. Jamais, je pense que j'ai le sentiment, non, ça va pas, ça pourra pas coller à votre enquête. L'arme des causes. Alors, l'arme des causes, c'est un outil qui est très souvent utilisé. C'est un des principaux outils d'analyse d'un accident. Ça paraît simple, mais il faut quand même bien le travailler parce que c'est pas aussi simple que ça. Pour faire simple, vous avez le schéma se lit de droite vers la gauche avec le fait ultime. Donc le fait ultime, bah, c'est l'accident, hein, c'est les résultats de l'accident. Et puis vous remontez les faits en vous posant la question qu'a-t-il fallu pour que le fait donc Y se produise? Est-ce qu'il était nécessaire et est-ce qu'il était suffisant? Donc, à chaque fois, vous vous posez la question et puis vous remontez jusque la cause racine. Alors, je vous ai fait un petit exemple assez simple. On va le faire ensemble si vous voulez. Euh, bon, alors les faits, voilà, il y a eu une main écrasée, hein, car le capot de la machine s'est refermé brutalement au moment où le salarié avait la main dans l'ouverture. Donc voilà, là, vous êtes sur une situation et vous vous dites, première question, bah, quel est le fait ultime? Le fait ultime, c'est quoi? C'est la main qui était écrasée. Donc ça, je pars de là. C'est mon point de départ de l'arbre des causes. Et puis là, vous vous posez les trois questions qu'on s'est posées tout à l'heure. C'est-à-dire, qu'a-t-il fallu pour qu'il se pince, hein, pour que sa main se fasse écraser? Eh bien, quand vous lisez ça, vous reprenez vos notes hein, de l'enquête que vous avez réalisée, et puis vous voyez, quelque part, vous avez noté que le capot de la machine se referme brutalement. Donc ça, c'est ce qui a causé l'écrasement de la main. Et donc, vous vous posez la question, est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était nécessaire que le capot de la machine se referme brutalement pour que la main soit écrasée? Bah, évidemment, oui, c'était nécessaire. Vous vous posez la question suivante, est-ce que c'était suffisant? Est-ce que quand j'avais juste ça, la main était écrasée? Eh bien là, vous dites non, évidemment. Puisque qu'est-ce qui vous manque, hein? Qu'a-t-il fallu d'autre? Ben, il a fallu avoir la main dans l'ouverture. C'est-à-dire que si vous enlevez une des deux solutions identifiées, ben, vous n'avez pas d'accident. Si le capot ne se referme pas, je n'ai pas d'accident. Et si je ne mets pas ma main, je n'ai pas d'accident. Donc pour avoir la main écrasée, il a fallu, un, que j'ai la main dans l'ouverture, et deux, que le capot se referme brutalement. D'accord? Donc, a-t-il fallu d'autres? Est-ce que c'était nécessaire? Oui, parce que si on enlève un des deux, il n'y a pas d'accident. Et est-ce que c'était suffisant? Bah oui, puisque avec les deux, j'ai ma main qui était écrasée. Donc, vous voyez, hein, la philosophie de l'arbre des causes, hein, on peut penser que c'est assez simple à réaliser, mais voilà, c'est un peu plus complexe que ça, et ça demande vraiment de la réflexion. Ne le faites pas seul, évidemment, soyez plusieurs, faites un petit groupe de travail de toute façon, c'est paritaire. Donc, en principe, il y a au moins deux, une direction et un élu qui font cette enquête. Mais vous voyez, vous ne pouvez pas rester seul pour faire un arbre des causes, hein. Il faut être quand même plusieurs voilà, pour avoir ces échanges. Et puis, ça renvoie finalement à la qualité des notes hein, et du travail que vous avez fait en amont pour pouvoir trouver tous ces éléments. Alors, une fois réalisé, eh bien, vous avez identifié les mesures de prévention
nécessaires pour pallier à cette enquête. Alors, des actions correctives immédiates, c'est mise en sécurité du poste de travail, bien évidemment. Et ensuite, vous insérez ça dans un plan de prévention à moyen et à long terme, c'est-à-dire que vous allez le retrouver dans votre document unique et potentiellement dans votre PAPRIPACT. Et donc, ça peut être une révision des procédures, une adaptation des équipements, des formations, PRAP par exemple, si on est sur un accident de manutention. Donc, ça va rentrer dans le système documentaire de prévention des risques professionnels. Et puis, vous allez élargir à d'autres types d'accidents en étudiant la possibilité d'accidents similaires. Alors, si on est sur de la manutention, si vous êtes en logistique, eh bien, vous allez pouvoir prendre la réception et l'expédition, par exemple. Hein. Vous avez eu un accident en réception. Bon, bah, vous vous dites, potentiellement, il y a de la manutention en expédition. On va regarder. Et puis, on va voir si nos mesures de prévention qu'on vient d'élaborer suite à cet accident pourraient être appliquées à la réception et à l'expédition. Hein. Donc voilà, il faut conserver, donc étudier les possibilités d'accidents similaires et puis conserver la même méthodologie pour évidemment les risques physiques et les risques psychosociaux. Donc, le CSE peut-il se faire accompagner pour réaliser l'enquête? David vous a détaillé la méthodologie qui peut être mise en œuvre, en tout cas qu'on vous propose de suivre, mais c'est vrai que dans certains cas, le CSE peut avoir le souhait, le besoin de se faire assister par une personne, un cabinet extérieur, et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'expert habilité. Donc, ce sont des cabinets comme Secafi qui sont couverts par un code de déontologie, par une certification qui est portée par un arrêté du ministère du Travail et qui peut intervenir donc à vos côtés en cas de risque grave, ce qu'on appelle un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés, que ce risque il soit révélé ou pas, c'est-à-dire qu'il y ait eu ou non un accident du travail ou une ou plusieurs maladies professionnelles, dans le champ à la fois des risques physiques, chimiques, mais aussi bien sûr dans le champ des risques psychosociaux. Là, comment est-ce qu'il faut procéder? C'est de la même manière que pour réaliser une enquête en interne, on recommande en fait de demander l'organisation d'une réunion extraordinaire. Je vous le rappelle, 2 membres, enfin la signature de 2 membres suffit. Et ensuite, il y a un vote, une délibération qui doit être explicite, qui doit être motivée. Le CSE doit expliquer pour quelles raisons il entend faire appel à un expert, quels sont les faits objectifs, encore une fois, qui nécessitent l'analyse de la situation de travail dans l'entreprise. Et donc, il y a une désignation d'un expert et l'expert ensuite a 2 mois pour mener sa mission à bien et c'est une mission qui est financée à 100% par l'employeur. Après l'enquête, après l'expertise, il est important en fait d'avoir un suivi parce que c'est pas tout d'avoir fait une analyse extrêmement pointue des causes de l'accident, un arbre des causes, etc. Il faut derrière avoir listé des actions correctives, des actions préventives, mais surtout que s'assurer, et c'est le rôle du CSE, d'être dans le cadre de ses prérogatives, d'être en contrôle en fait de l'action de l'employeur pour s'assurer en fait que ce plan d'action va réellement être décliné et mis en œuvre. Et donc là, on vous recommande de formaliser dans le cadre d'une réunion de CSE la demande de suivi en fait de ce plan d'action. Le monsieur ou madame, monsieur le président, madame la présidente, le CSE souhaite avoir un suivi à chaque réunion ou à chaque réunion dans lesquelles sont abordées les questions de santé, sécurité et conditions de travail, de façon à ce que le plan d'action soit réellement suivi. On vous recommande aussi d'en faire une restitution auprès des salariés, notamment quand il s'agit d'accidents qui ont pu marquer des accidents graves, bien sûr malheureusement quand il y a des accidents mortels, mais pas que en fait. Voilà, c'est important aussi de revenir vers les salariés. Une enquête efficace pour nous, en fait, là on va partager quelques éléments de conclusion avec vous. Pour nous, une enquête efficace, elle est effectuée sur le terrain. C'est très important. L'enquête, c'est vraiment le contact, c'est un des points de contact du CSE avec les salariés. Elle va être basée sur des faits, en tout cas sur des éléments qui sont incontestables.
de façon à ce que le diagnostic puisse être partagé. Elle est, si possible, paritaire, donc associant le CSE ou la C2SCT et la direction. Et elle va être préventive, c'est-à-dire que l'enquête à aucun moment ne doit être orientée vers la recherche de responsabilité. On ne cherche pas un responsable, on ne cherche pas un coupable, on cherche vraiment, l'objectif final, c'est bien de mettre en œuvre un plan d'action de prévention. Hein, c'est bien l'objectif de ces enquêtes réalisées par les représentants du personnel. Et en dernier lieu, de notre point de vue, l'enquête, c'est vraiment un levier, en fait, hein, un levier d'action pour les représentants du personnel dans l'exercice de leur mission. C'est une prérogative qui est essentielle, qui n'est pas, voilà, on le voit hein, au travers du sondage, à peu près la moitié d'entre vous en ont réalisé, l'autre pas. Donc c'est encore une prérogative qui n'est pas forcément déployée dans toutes les entreprises, les associations, et toutes les organisations. Qui permet voilà, d'assurer cette présence terrain auprès des salariés. Elle permet aussi de s'assurer du respect des obligations légales par l'employeur. Hein, on le rappelle, la responsabilité de la prévention, de la protection des salariés, elle est bien au niveau de l'employeur. Mais par contre, par le biais de l'enquête, le CSE peut s'assurer que ces obligations légales sont bien respectées. Et ensuite, d'un point de vue plus positif, en tout cas, ça permet, de notre point de vue aussi, d'instaurer un dialogue social constructif avec votre direction, dans le sens où, en apportant des faits, en étant force de proposition, le CSE peut aussi et devient aussi un interlocuteur qui est incontournable dans la prévention des risques professionnels. Et ça évite ce qu'on voit encore trop souvent, où c'est un sujet qui est géré par la direction, mais avec peut-être moins de prise avec le réel que ce que vous, élus qui êtes au contact des salariés, pouvez avoir. Donc c'est pour cette raison que l'enquête, voilà, ça nous paraît vraiment être quelque chose d'extrêmement important. Nous sommes arrivés à la fin de notre présentation. Peut-être juste pour vous donner également une information. Vous avez la possibilité, bien sûr, de vous former sur la dimension santé, sécurité, conditions de travail dans le cadre d'un nouveau mandat ou d'un renouvellement de mandat. Voilà, et nos collègues formateurs de Promethea aussi voilà, ont développé tout récemment un format escape game pour travailler sur l'analyse des accidents du travail. Donc voilà, peut-être un dernier petit sondage ce qui nous permet nous de lire un peu vos questions dans le fil de conversation. Voilà, savoir si vous avez déjà suivi votre formation en santé, sécurité, conditions de travail. Et puis, je vous propose qu'on prenne un temps d'échange sur différentes questions. Pendant que David intervenait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur la dimension des risques psychosociaux. Donc, peut-être qu'on peut l'un ou l'autre apporter des éléments de complément sur l'enquête en matière de risques psychosociaux. Je peux d'ailleurs, enfin, je peux répondre, hein, et puis tu complètes, David. Donc oui, le CSE ou la C2SCT, il y a eu quelques questions aussi sur le lien entre les deux instances. Là, ça dépend vraiment de vos accords d'entreprise. Donc c'est pour cette raison qu'on n'en a pas fait un sujet à part entière, parce que ça dépend vraiment tellement des entreprises que c'était un peu délicat. Donc on vous invite à nous recontacter. On reprend contact avec vous sur ce sujet-là, puis vraiment pour comprendre l'articulation. Mais donc pour répondre à la question sur les risques psychosociaux, oui, bien sûr, l'enquête est possible dans ce cadre-là. Elle est même tout à fait souhaitable. J'ai vu des questions sur comment est-ce qu'on objective les risques psychosociaux. Comme David l'a dit, il y a un certain nombre de métriques, un certain nombre d'indicateurs. Ça peut être notamment de l'absentéisme, ça peut être des postes vacants, ça peut être un turnover, hein, vous savez, la rotation des personnes sur un certain nombre de postes ou dans des équipes, dans des collectifs de travail particuliers. Donc ça peut être effectivement des éléments qui sont tout à fait objectifs et des faits, des indicateurs RH qui sont y compris suivis par votre entreprise. Après, il y a également l'analyse par le biais d'entretiens, par le biais de questionnaires, voilà, qui peuvent donner également des éléments quantifiables effectivement, sur les ressentis des salariés, sur leur perception en fait de leur charge de travail, de leurs conditions de travail. Mais ça, les ressentis des uns et des autres, on est quand même sur des choses qui sont incontestables. Effectivement, les éléments vont pouvoir être
opposé à l'employeur, effectivement, si les salariés se sentent stressés ou ont peur de venir au travail. Ça, c'est un élément qui est incontestable. Après, il y a eu aussi des questions sur l'analyse de la charge de travail. Bien sûr, la charge de travail, elle n'est pas que ressentie. On peut avoir effectivement, l'ANACT parle de charge de travail perçue, ressentie, mais il y a aussi la charge de travail très objective. Et là aussi, on peut, on peut travailler sur une analyse de la charge de travail. Ça peut être le nombre de dossiers traités quand on est plutôt sur un métier du tertiaire. Ça peut être le nombre d'actions ou le nombre de colis portés quand on est dans la logistique. Et on pourrait en prendre des dizaines d'exemples. Voilà, je vois une dernière question là sur les trames de questionnaires. Oui, il y a des trames de questionnaires. Nous, on a développé un questionnaire qui s'appuie sur le modèle de Golac, hein, qui identifie les risques psychosociaux comme étant des facteurs multidimensionnels. Voilà, bien sûr, une personne qui met en lien des éléments de l'INRS, effectivement, on peut s'appuyer également sur sur ces sujets-là. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'on a fait aussi déjà des webinaires sur la question des risques psychosociaux. Je vous invite aussi à télécharger on a un guide Agir, hein, sur ces sujets-là, donc ça peut vous aider de donner des éléments de complément. Juste Bien sûr. un petit ajout, ce qui est hyper important sur les risques psychosociaux, c'est que vous en faisiez mention dans les PV de CSE. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un CSE, si vous avez des cas de burn-out, d'épuisement professionnel dû à la charge de travail ou enfin en tout cas dû au travail, il faut absolument en discuter en réunion de CSE, hein. Puisque si vous faites une expertise, par exemple, la direction peut contester et le juge va demander les PV de CSE. Et c'est sur cette base-là, qui va autoriser ou non à réaliser l'expertise. Donc si on n'y retrouve rien dans les PV de CSE, il n'y aura pas d'expertise. Donc ça, c'est un élément qui est important à signaler, hein. Alors même si vous en parlez, vous avez des commissions SSCT, si vous en parlez en commission SSCT, il faut absolument que le rapporteur de la SSCT en parle en séance plénière de CSE, puisque je vous rappelle qu'il n'y a qu'une seule instance, c'est le CSE, donc la SSCT n'est pas une instance, donc il n'y a pas de PV de CSE, il n'y a pas de PV de SSCT. Hein. Donc c'est un élément qui est important parce que il faut tracer justement cette souffrance au travail et c'est par le biais des PV de CSE. Je vois aussi, alors la dernière question qui apparaît, oui, bien sûr, ça peut se faire dans le cas d'un CSE ordinaire. On vous donne juste la possibilité d'organiser une réunion extraordinaire parce que parfois la prochaine réunion, elle est dans un mois, elle est dans 2 mois selon la taille de l'entreprise. Ça peut être beaucoup trop tard. Donc mais bien sûr, on peut tout à fait en parler dans un CSE ordinaire. J'ai vu aussi passer un certain nombre de questions sur la communication entre l'employeur, le représentant de la direction et le CSE. Alors, il y a une communication qui est obligatoire, qui est définie par le Code du travail, trimestrielle, dans le cadre, enfin, mais c'est une communication qui est a posteriori, c'est-à-dire que l'employeur doit vous donner les informations sur le nombre d'accidents du travail, le nombre de maladies professionnelles, de presque accidents qui sont survenus dans l'entreprise dans l'intervalle entre la dernière réunion et la réunion dans laquelle vous êtes. Mais nous, on considère qu'au-delà de ce cadre légal, il y a une justification en fait à ce que l'employeur donne l'information au fil de l'eau sur la survenue d'accidents, justement pour que le CSE puisse exercer ses prérogatives dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est des éléments aussi qui peuvent être portés dans votre règlement intérieur, dans le règlement intérieur de fonctionnement de votre CSE et ou de votre C2SCT. Et au-delà de ça, pour compléter, Hélène, Bien sûr. n'oubliez pas les presque accidents, Mhm. hein, pyramide de Bird. Hein. Donc, les presque accidents, c'est un accident qui a bien tourné, vous voyez? Donc, ça veut dire que c'est important de aussi vous challenger la direction sur les remontées des presque accidents. Donc, regardez ce qui est mis en place chez vous et utilisez cet outil parce que voilà, il permet de faire de la prévention.
Je rebondis sur une autre question. Encore une fois, on ne fait pas de hiérarchisation dans les questions et si jamais il y a des questions auxquelles on ne répondait pas, moi j'essaierai de prendre un petit temps pour répondre dans le fil de la conversation par écrit, mais en tout cas, on reprendra contact avec vous, bien sûr. La direction ne veut pas parler de cas individuels. Ça, c'est un sujet qu'on voit très souvent, malheureusement. N'oubliez pas, alors un des arguments que vous pouvez opposer à votre direction, du fait de votre mandat, vous avez ce qu'on appelle une obligation de discrétion. Donc, vous êtes tout à fait apte et tout à fait légitime à disposer d'informations sur des situations individuelles. Et ces informations, elles peuvent et elles doivent être partagées au sein du CSE. Bien sûr, ce qui vous est strictement interdit, c'est d'en parler en dehors du CSE à des salariés qui n'auraient pas cette même obligation de discrétion. Mais par contre, on peut tout à fait parler de cas individuels dans un CSE. Après, on peut faire en sorte que le PV soit anonymisé pour, encore une fois, quand il est diffusé à l'extérieur du cercle restreint du CSE, mais les cas individuels peuvent et doivent être abordés en CSE. Surtout dans une configuration où il n'y a pas ou plus de délégués du personnel ou de représentants de proximité en local. Hein. Donc, c'est pas l'argument, on ne veut pas parler des cas individuels. Voilà, c'est quelques éléments pour pouvoir faire sauter ce verrou. Après, voilà, encore une fois, si on parle de risques psychosociaux, nous, on est vraiment partisans de ne pas prendre l'analyse des risques psychosociaux par l'angle unique des cas et des situations individuelles, mais plutôt d'avoir une analyse systémique en fait des conditions de travail des salariés et des facteurs de risque. Mais là aussi, voilà, ça serait. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. J'ai juste une question là qui peut être intéressante pour beaucoup de personnes. Est-ce que le PV de CSSCT peut être annexé au PV de CSE? Alors, c'est pas qu'il peut, c'est qu'il doit. Il doit être annexé. Hein. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez votre réunion euh, SSCT, vous avez un compte rendu hein, et pas un PV. Donc, vous avez un compte rendu. Vous mettez absolument une question à l'ordre du jour du CSE, une question en lien avec ce que vous avez traité en commission SSCT. Et à partir de là, vous allez pouvoir, comment dire, annexer le compte rendu de SSCT au PV de CSE. Donc oui, on doit le faire. Sinon, ça veut dire que la commission, elle travaille pour rien. Y a-t-il Qui d'autres doit-on questions? transmettre les comptes rendus de l'enquête? Les comptes rendus de l'enquête, c'est à l'inspection du travail et puis à la direction si jamais vous ne faites pas enfin, une enquête, ça doit être paritaire, mais chaque partie peut la faire en individuel, mais ce qu'il faut, c'est que ce soit ensuite recoupé, donc que ce soit mis en commun et donc le principal interlocuteur, c'est l'inspection du travail. Que faire si la direction refuse la commission paritaire? Ben voilà, je viens d'expliquer. Vous faites chacun de votre côté l'enquête, mais à la fin, il faut la mettre en commun. Hein. Et c'est l'inspection du travail qui va comment dire, trancher. Je Est-ce qu'on rebondis peut sur une faire une question. enquête? Ah, Vas-y, excuse-moi. vas-y. Est-ce qu'on peut faire une enquête sur un presque accident? Oui. Il y a rien ne l'empêche. Et est-il possible de faire une sorte de questionnaire anonyme distribué aux employés avec une trame, une question sur la santé et sécurité du site global? Oui, bien sûr, ça fait partie des moyens d'action du CSE. C'est une façon comme une autre d'aller à la rencontre des salariés et de recueillir en fait leur avis, leur expression sur les conditions de travail. Donc oui, ça c'est tout à fait possible et on peut voilà, soit vous accompagner ou il y a voilà, des choses qui sont disponibles, mais ça fait partie nous, de nos modalités d'intervention dans le cadre des expertises, oui. Le PV de CSE peut-il être transmis à l'inspection du travail? Ben, de droit, il est transmis puisque l'inspection du travail est membre de droit. Donc, en principe, il doit recevoir la convocation et le PV. Et pour répondre peut-être à une avant-dernière question, une personne qui nous demande est-ce que les autres membres du CSE peuvent avoir accès au compte-rendu de l'enquête? Oui, bien sûr, le compte-rendu d'une enquête, il est partagé entre l'ensemble des membres du CSE. Hein. Il n'y a pas de distinction entre ceux qui ont participé à l'enquête ou ceux qui n'y ont pas participé.
Mon employeur ne fait pas d'enquête après un accident du travail. On a beau réclamer, mais rien n'est fait. Alors, soit vous changez de patron, ou alors, ou alors vous lui dites, vous lui rappelez son obligation, hein, article 41-21 du Code du travail, qui demande à ce que l'employeur garantisse la santé physique et mentale de ses salariés, et vous lui rappelez accessoirement la faute inexcusable de l'employeur. Bon, je vois qu'un certain nombre de personnes commencent à devoir nous quitter. On va peut-être Voilà. clôturer cette séquence. On a été ravis de partager ce moment avec vous. Peut-être un tout petit rappel. On organise maintenant des webinaires tous les jeudis matins à 11 heures sur le même format. Vous avez deux consultants qui présentent un document et puis qui peuvent répondre ensuite à vos questions. Le prochain concernera les budgets du CSE. Il aura lieu le 24 avril. Et également, on va vous donner le lien pour vous inscrire si vous êtes intéressé. Et également sur un débat qu'on organise le 17 avril à la Maison de l'Océan. Alors, ça se trouve à Paris, sur la thématique du travail, ses mutations, les enjeux, les perspectives. Donc voilà, voilà, Agathe vous a mis le lien d'inscription sur ces débats. Donc on vous invite à vous inscrire, bien sûr, à tous ces temps d'échange. Merci à toutes et tous. On vous souhaite une excellente fin de journée.